Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Face à l'invité. Alors, Face à l'invité de ce soir, reçoit pour vous une personnalité qui n'est plus à présenter parce que c'est un habitué de cette tranche. En tout cas, c'est le professeur émérite Baudouin Boissa. Il est membre de la famille politique du chef de l'État, mais également candidat sénateur indépendant pour la ville de Kinshasa. Professeur, bienvenue. Bonjour, monsieur Mvumbi. Comment vous allez? Très bien. En tout cas, à quelques heures des élections sénatoriales, le cœur, ça commence à... Non, je suis optimiste. Je suis optimiste. Voilà, bonne chance à vous. Voilà. C'est curieux, vous êtes candidat sénateur dans la ville de Kinshasa et pourtant, plusieurs personnes vous attendez être candidat dans la province du Congo central parce que vous êtes un farouche défenseur de la province du Congo central. Ils se sont trompés. Je suis résident dans la ville de Kinshasa depuis 47 ans. 47 ans. Bon. Alors, j'ai fait 12 ans en France. Ça va. C'est rien par rapport à 47 ans. J'ai fait 7 ans en Bansamboma. C'est rien par rapport à 47 ans. Et j'ai fait quoi? 13 ans chez moi, à Tchela. Je m'intéresse beaucoup à cette ville. Beaucoup. Vous l'avez passé ici à Kinshasa? Oui. Pas à Tchela. Et je voudrais quand même apporter ma contribution à la renaissance de cette ville. Vous savez, le président vient de financer le centre hospitalier universitaire Renaissance. Moi, je voudrais participer à la renaissance de l'ensemble des activités de la ville de Kinshasa. Ah, c'est ça votre motivation? Ah oui, c'est ma motivation. Je me souviens, le chef de l'État a dit qu'il faut corriger des erreurs. Là, ce n'est pas une erreur. Lorsqu'on détruit l'hôpital Mamayemo et qu'on construit un centre hospitalo-universitaire, non. C'est pas une erreur, moi je parle plutôt. Ça, c'est pas une erreur. Même par rapport au premier mandat, le chef de l'État a dit que le deuxième mandat, il faudrait corriger les erreurs. Je t'ai dit que là, ce n'était pas une erreur. Au contraire. C'est un autre actif. C'est un actif du premier mandat. Alors, voilà. Le professeur émérite Baudouin Boissa au Sénat, vous avez une longue et précieuse carrière politique et scientifique. Alors, vous voulez, cette fois-là, aller peut-être au soir de votre carrière politique au niveau du Sénat, la Chambre des sages? Effectivement, la Chambre haute est normalement réservée à des personnalités d'un certain âge, l'âge de la sagesse. Bon, moi j'ai déjà été à la Chambre basse, qu'on assimile avec le Haut Conseil de la République, Parlement de transition. On nous appelle députés conseillers de la République. Donc, au fait, c'était comme une chambre basse. Et je trouve qu'à mon âge, et selon mon expérience, non, ma place est là-bas. Alors, si j'essaie de lire un peu votre affiche qui est en train de défiler sur nos écrans, on dit combattant de l'éducation, la santé, l'humanitaire, connaissance, expertise, expérience, sagesse. Alors, expliquez-nous un peu tout ça. Tout le monde sait que j'ai passé ma vie à enseigner. Et j'enseigne à l'université. Tout le monde sait également que je suis médecin à l'hôpital Mamayemo depuis 46 ans. Tout le monde sait que j'ai été au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Tout le monde le sait. Comme directeur de cabinet. Exact. Et donc, tout le monde sait également que dans mon profil, j'ai fait de bonnes études, puisque je suis maître de conférences agrégé des universités françaises, n'est-ce pas, biologie des hôpitaux français, puisque depuis que j'ai terminé mes études, j'œuvre dans la biologie clinique, dans la biologie pathologique. Je suis à l'hôpital. Tout le monde sait. Vous êtes en train de suivre le modèle
Savoubou quand même, qui a été non seulement votre oncle, mais aussi un certain père politique. Merci. Effectivement, j'appartiens à la famille biologique du premier président de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, c'est sous son règne que notre pays s'est appelé comme ça. Parce qu'à l'indépendance, notre pays s'appelait République du Congo. Et en tout ce que je fais en matière de gestion, je fais tout pour ne pas le trahir. Et à un moment, il y a un moment où j'ai été directeur de l'Institut de médecine tropicale et chef de département pendant 35 ans. J'ai été audité plus de 30 fois. J'ai été audité par la présidente de la République du temps du musée. J'ai été audité par le ministère de la Santé. J'ai été audité par l'hôtel de ville. J'ai été audité plus de 28 fois au niveau de l'hôpital. Eh bien, je n'ai pas déçu. Je n'ai pas eu de problème. J'ai été au cabinet du ministère des Affaires sociales. Et je n'ai pas laissé des cadavres dans ma gestion. Voilà. Très bien. Donc voilà. Nous allons revenir sur cette question des élections à la fin de l'émission. Changeons quand même de registre, professeur. Depuis que le chef de l'État a été investi, président de la République, élu à plus de 73% de voix, le Congolais avait l'enthousiasme, on attendait des gestes forts, et maintenant, 4 mois après, on n'a même pas un gouvernement, et sur le terrain, la vie devient de plus en plus compliquée parce qu'il n'y a pas de personnes responsables qui doivent agir en faveur de la population. Mais pourquoi tous ces retards dans l'installation du gouvernement? Ah, question pertinente. Moi, je pense que nous sommes victimes de notre propre turpitude. Hein? Parce que l'accord global et inclusif de Sun City, là, nous imposé par la communauté internationale, a généré l'actuelle constitution de la transition. Cette constitution connaît beaucoup d'articles inutiles, qui font qu'aujourd'hui, nous subissons cette constitution. Ils ont prévu la nomination constitutionnelle d'un informateur. C'est inutile. Ils ont prévu que le gouvernement doit être le frais de la représentation nationale. C'est inutile. Inutile. Ça ne se passait pas comme ça avant. Donc, la formation d'un gouvernement maintenant prend du temps à cause des dispositions constitutionnelles qu'il faudra absolument remanier. Mais il faudrait élaguer. Il faudrait pas seulement de problèmes culturels. Attendez, au-delà de cela quand même, 4 mois c'est trop. Mais la fois passée, c'était combien de temps? C'était 9 mois, non? Non, là, le chef de l'État n'avait pas la majorité. Non, vous ne comprenez rien. Même le premier gouvernement là, on a fait presque une année. Hein? Et Lukamba, ça a pris beaucoup de temps. Et ici, Sama, c'est 5 mois, 6 mois. Ce sont les pesanteurs de notre Constitution. Moi, je crois qu'il faut laisser que cette affaire se termine. J'espère que la première ministre aura bientôt terminé son travail, qu'elle ne doit pas bâcler. Parce que nous avons dit ici que le gouvernement, il n'y a pas qu'au Parlement qu'on trouve des hommes d'État, des hommes responsables, des gestionnaires. Non, dans la société civile aussi, il y en a. Il n'y a pas que ça. Dans la famille politique du président de la République. Mais tout le monde n'est pas député. Tout le monde n'est pas député. Tout le monde ne sera pas sénateur. Mais ceux qui restent là, ils ne peuvent pas entrer au gouvernement. Pour quelle raison? C'est pour quelle raison? Le président doit utiliser toutes les capacités qui sont entre ses mains pour que dans 4 ans, dans 5 ans, il puisse présenter
un bilan extraordinaire au peuple. C'est ça. En tout cas... Donc, moi, je pense que ça sera bientôt fini, je suis sûr. Mais il ne faut pas non plus qu'on nomme n'importe qui. Hein? Il faut un profil. Et puis, quand la première ministre a les candidatures, mais ça doit aller au laboratoire. Hein? Les services doivent quand même voir de qui il s'agit, né où, comment, fait quelles études, a travaillé où. Parce qu'il ne faut plus qu'on ait des responsables qui n'ont jamais vu. Qui n'ont jamais vu. Vous avez compris? Les signataires. Un signataire. Voilà. Hein? Il faut arrêter avec cette blague-là. Mais le problème, c'est que... Donc, nous avons besoin d'un gouvernement, à mon avis, resserré, parce que nous sommes en guerre. Et les ressources, c'est d'abord pour la guerre. Hein? On ne peut pas s'amuser avec ça. Il faut resserrer. Professeur, le train de vie. Attends, il faut un gouvernement qui va gérer cette réduction du train de vie des institutions. Et pour ça, nous avons besoin de personnalités solides, cette fois-ci. Ce n'est pas aujourd'hui que l'on parle de réduction des trains de vie. On en a toujours parlé, mais... Non, vous savez bien qu'on n'y est pas encore arrivé. Rien n'a été fait. Mais qui vous a dit que ça n'aura lieu? Qui vous a dit ça? Mais puisque on en parle depuis 2 ans, 3 ans, une année, qu'il faut réduire les trains de vie des institutions. Non, il y avait beaucoup de représentants. Non. Cette fois-ci, le président a la pleine majorité. Ça va? 80%, 90% du Parlement, ce sont les hommes du président. Mais alors, c'est le président maintenant et le Premier ministre qui doivent gérer cette donne-là. Ce n'est plus les... Vous savez ce qui s'est passé? C'était pas facile de former un gouvernement. Oui. Moi, alors, toutes ces théories, voilà, là, c'est pas la théorie, maintenant, des problèmes structurels, tout ça. Mais la population ne comprend pas tout ça parce que la population attend des gestes concrets. Vous avez raison. On ne peut pas prendre pour l'informateur, il va prendre 2 mois pour consulter. Pour le Premier ministre, elle va prendre 1 mois pour consulter. Mais pourquoi tout ça? Cependant, on connaît déjà, depuis la campagne électorale, on connaît que si nous réussissons, voilà ce que nous pouvons faire. Joseph, ce n'est pas l'informateur qui forme le gouvernement. C'est le Premier ministre qui forme le gouvernement en concertation avec le président de la République. Retenez bien ça. L'informateur consulte la classe politique, mais le Premier ministre, c'est lui qui forme le gouvernement. Et c'est le Premier ministre seul qui est responsable devant le Parlement. Alors s'il vous plaît, laissez qu'on fasse les choses correctement cette fois-ci. En attendant, la population coupée dans la misère. Non, je ne crois pas. Mais quand même, nous sommes dans une période d'expédition des affaires courantes. Hein. Il faut un peu de patience, je pense. Il faut un peu de patience, mais c'est bientôt terminé. Alors, dès que le président reviendra de Paris, je parie que les choses vont avancer. Alors, on recommence le 2e mandat comme on en a fait avec le 1er mandat. Le chef de l'État est toujours à l'étranger. Il n'a pas le temps de faire ce que vous venez de dire. 6 provinces, comme il a fait pendant la campagne. Retirez ce que vous venez de dire. Vous avez dit quoi? Mais vous dites vous-même que le chef de l'État il est en Tanzanie et il va partir en France. En France, il part en visite. Non, il est invité. Non, il est invité. Enfin, c'est une mission d'État. Est-il obligé de répondre à bien ces invitations? Bien sûr, il sait pourquoi il fait ça. Vous savez, c'est la tête du pays, le président de la République. C'est la première institution. Il n'y va pas pour s'amuser. Hein? En tout cas, il est attendu dans toutes les provinces. Tout le monde veut le voir pour aller parler avec la population, trouver des solutions pour les problèmes de la population. C'est une visite d'État, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour aller se reposer. Donc, je crois que c'est une bonne chose. La France est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez que nous sommes membres de la francophonie. Vous savez les problèmes que nous avons avec la francophonie, etc. Il faut qu'il règle ça sur place, avec Macron. C'est ça. Hein? Qu'on voit clair. Hein?
dans la position de la France, hein, face notamment à la guerre de l'Est. Alors, en attendant, Vous trouvez que c'est superfétatoire? La France pèse au Conseil de sécurité. Vous allez quand même placer un mot sur cette actualité, le ministre Nicolas Kazadi, avec cette affaire forage, lui qui était vanté comme un modèle, voilà, sous le viseur de la justice. Quelle est votre analyse? Sous le viseur à quoi? De la justice. Ah bon? Vous avez appris que... Non, mais écoutez... Non, attendez, non, je pose la question. Vous avez appris qu'on a intenté un procès contre... Nicolas Kazadi. Mais tout ce qui accuse... Moi, je n'ai pas appris ça. Tout ce qui accuse le ministre des Finances, l'objectif, qu'est-ce qui est visé? Attendez que je termine. Oui. Nicolas Kazadi a été ministre des Finances de ce pays. OK? OK? Membre du gouvernement. OK? Alors, et le gouvernement, il y a des organes de contrôle. 1, il y a l'IGF. 2, il y a la Cour des comptes. 3, il y a l'Assemblée nationale et puis le Sénat. Ce sont les organes constitutionnels qui sont chargés du contrôle du gouvernement. Ce gouvernement est tombé, a démissionné. Bon. Alors, le ministre des Finances actuel, qu'est-ce qu'il a géré? 1, il a géré la gratuité de l'enseignement. Tout le monde est content. Il a géré le PDL 145 territoires. Dans tous les territoires, on voit ce qui s'est fait. Je ne sais pas que d'ailleurs le président a fait sa campagne électorale. Il a financé cette couverture santé universelle à Kinshasa, qui se porte pas mal. Il a financé beaucoup d'autres actions. Bon. Alors, le gouvernement est tombé. C'est maintenant qu'une ONG sort des tiroirs, caisses, des dossiers de l'ancien gouvernement qui ont été récupérés par le gouvernement actuel. Enfin, mais c'est évident qu'il y a un problème là. Hein? Il y a un problème. Non. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on est en train de former le gouvernement et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été satisfaits par Nicolas Kazadi. Beaucoup. D'internes et d'externes. Et ils ne veulent pas que Nicolas Kazadi rentre comme ministre des Finances. C'est clair. Bon, mais je pense que ce n'est pas honnête. Hein. Donc c'est plutôt un combat politique. Moi, je pense que ce n'est pas honnête. J'ai dit seulement qu'on laisse les organes chargés de contrôle s'occuper de ces dossiers. Dossier d'une ONG. Point. Parce que ce n'est ni le dossier d'IGF, ni le dossier de la Cour des comptes, ni le dossier du Parlement. Moi, je crois qu'on laisse comme ça. Et Nicolas Kazadi, que je salue d'ailleurs, est aujourd'hui double brassard. Il est double brassard. Hein, il est député provincial, il est député national, et il est candidat député sénateur. Et je parie que l'un de lui sera élu. Parce que lui, il a fait comme Matata Poy. Hein. Ah oui, pendant les 3 ans, il a arrangé Miyabi chez lui. Il sera voté. Et, ministre ou pas, il sera soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale, soit à l'Assemblée provinciale. Très bien. Donc moi, je pense que ce n'est pas sérieux. Et puis quand même, hein, il a trouvé les finances publiques dans quel état? Hein? Il a trouvé le budget était à 4 milliards. Il a porté à 16 milliards. Il a trouvé les recettes. Non, les réserves de la Banque centrale. Peut-être c'était 700 millions, 800 millions. Il les laisse à 5 millions. 5 milliards, 100 millions. Bon, quand même. Il mérite quand même, hein? Il mérite quand même un peu de respect. Et ce léchage médiatique là, sans mauvais, c'est tout. Moi j'ai dit ce que je pense. Merci beaucoup, professeur. On a un problème sérieux dans ce pays. En tout cas, vous n'avez qu'une minute pour cette question. Oui, merci, je vais répondre. Depuis que le ministre de l'économie qui avait la politique de faire baisser les prix
au niveau de biens de première nécessité. Il a été chassé par le l'Assemblée nationale. Et puis, depuis lors, tous les ministres d'économie qui viennent, personne ne contrôle les prix. Chaque jour qui passe, le commerçant ne font qu'augmenter les prix dans toutes les boutiques, sur tous les produits. Alors, pour ce gouvernement qu'on attend, comment on peut résoudre ces problèmes des prix parce que jusque-là, on n'a aucun ministre de l'économie qui a satisfait. Vous savez, en tout cas, dans une minute, parce quand Nicolas Kazadi était ministre intérimaire de l'économie, je lui ai dit de constituer un cabinet aussi compétent pour le ministère de l'économie. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Malheureusement. Le ministre de l'économie doit être un homme fort, puissant, parce qu'il a en face de lui les commerçants, et les commerçants ne jouent pas. Hein. Ils ne jouent pas. Quels que soient les efforts que vous faites, les commerçants patriotes sont rares. Surtout que chez nous, ceux qui tiennent l'économie, mais ce sont les puissances étrangères. Ce sont les Libanais, ce sont les Indiens, ce sont les Pakistanais, ce sont les West Af. Les Congolais, ils ne sont plus rien, ils n'ont même plus une banque. Même une banque, rien. Alors, c'est eux qui contrôlent tout. C'est ça. Et donc, j'espère que Maman Judith va nommer un bon ministre de l'économie et des finances, puissant, compétent, expérimenté, expert et honnête. C'est ça. Très bien. Alors, puisque nous chutons déjà, nous allons vous donner la parole parce qu'on est en période électorale. Vous êtes candidat sénateur dans la ville de Kinshasa. Vous allez placer votre message à tous les députés provinciaux qui sont vos électeurs qui vous écoutent maintenant. Mesdames et messieurs les députés provinciaux de la ville de Kinshasa, je vis à Kinshasa depuis le 12 janvier 1977. Je suis dans la ville. Je m'occupe des jeunes universitaires, je m'occupe des malades indigents, je m'en suis occupé depuis lors. Je suis dans cette ville, j'aime cette ville, il y a beaucoup de choses à faire pour cette ville. J'ai beaucoup de projets que je ne donnerai pas ici. Je dirais seulement que ils me connaissent, comme la majorité sont du président de la République, ils savent que je soutiens fermement le président de la République. J'espère qu'ils vont me donner quand même la chance de continuer à le soutenir à la Chambre haute pour corriger les erreurs du passé, pour faire en sorte que le prochain quinquennat du chef soit brillant et profite sincèrement aux populations de la ville de Kinshasa. Voilà. Voilà, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie, monsieur Mvumbi. Vous êtes toujours le même. Allez, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci également à vous tous, chers téléspectateurs, qui êtes fidèles à notre émission. Restez toujours branchés sur le reflet de Kinshasa. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Au revoir.